Bonsoir, bienvenue au cours 2. Ce soir, nous allons couvrir les différentes lois qui encadrent les pratiques des professionnels de la santé. Donc, c'est des lois qui, ultimement, ont toutes le même objectif. Donc, ces différentes lois dont on va parler ce soir, elles ont comme objectif de protéger le public. Elles vont viser différentes personnes en fonction de la loi, mais ultimement, tout ce qu'elles veulent faire, c'est s'assurer qu'on protège les patients. Comme infirmière auxiliaire ou comme professionnel de la santé, quand on donne des soins à des patients qui se présentent à nous, ces patients-là sont vulnérables, sont dans un moment où ils ont besoin de nos compétences, de nos connaissances, et ils sont dépendants de la qualité des soins qu'on va donner à ces patients-là. Donc, comme ils sont vulnérables, la loi est en place pour vraiment protéger les patients. Dans le cours 1, on a vu la Charte des droits et libertés, on a vu le Code civil, les droits des personnes soignées. Ce soir, on va continuer, mais en allant voir des lois qui sont un petit peu plus spécifiques ici et qui encadrent les pratiques des professionnels de la santé d'une certaine façon. Si vous désirez me suivre, je suis dans votre chenillère à la page 18. Donc, on va voir de la page 18 à la page 25 dans le cadre de cette vidéo-ci. La première loi dont on va parler ce soir, c'est la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, comme le nom le dit, c'est une loi qui vise à protéger les mineurs, donc les enfants de moins de 18 ans. Le but de cette loi-là, c'est de s'assurer que quand les parents ne sont pas en mesure de protéger leurs enfants en assurant la sécurité, les soins, en s'assurant que les enfants sont bien vêtus, qu'ils ont un toit sur la tête, de la nourriture. Donc, quand les parents ne peuvent pas acquitter leur responsabilité parentale, la loi fait en sorte que c'est le gouvernement, donc la protection de la jeunesse, qui va prendre en charge les enfants. Toutes les décisions qui vont être prises dans le cadre de cette loi-là, en vertu de cette loi-là, sont dans l'intérêt de l'enfant. Le but, c'est vraiment de s'assurer qu'on permet à ces enfants-là qui ont une problématique familiale ou avec leurs parents ou leur milieu, d'arriver à majorité en ayant des besoins qui sont comblés. Cette loi-là, ce qu'elle va faire aussi, c'est qu'elle va obliger les adultes, donc tout adulte, que pas seulement les professionnels de la santé, mais aussi, par exemple, un adulte, un citoyen, qui se rend compte qu'un enfant se retrouve dans une situation de négligence. Donc, que ce soit de l'abus physique, de l'abus sexuel, de la violence psychologique, le fait de ne pas avoir des conditions de vie adéquates, on se doit de protéger, d'apporter de l'aide à l'enfant. Et comment on peut faire ça? C'est en signalant au département de la protection de la jeunesse cette situation-là. C'est évident que comme professionnel de la santé, j'ai la même responsabilité. Donc, si j'ai un motif raisonnable de croire que l'enfant à qui je donne des soins n'est pas en sécurité ou que son développement n'est pas optimal, ben, je me dois de déclarer la situation à la protection de la jeunesse. Dans les milieux de soins, généralement, il y a des procédures qui sont établies pour le faire de façon adéquate. Donc, si jamais, comme infirmière auxiliaire, vous constatez que l'enfant à qui vous donnez des soins pourrait être en danger ou pourrait vivre dans une situation d'abus ou de négligence, vous avisez l'infirmière ou le médecin, puis en équipe, à ce moment-là, il va y avoir des procédures qui vont être mises en place pour signaler la situation, soit par la travailleuse sociale ou directement en faisant un signalement à la protection de la jeunesse. Quand on fait un signalement à la protection de la jeunesse, on fait le signalement de façon confidentielle. Donc, les parents ne vont pas être avisés qui a fait la plainte exactement. Il pourrait y avoir des situations où les tribunaux vont briser cette confidentialité-là s'il y a une nécessité, par exemple, de témoigner ou peu importe. Mais de façon générale, c'est un processus qui se fait de façon strictement confidentielle. Donc, si j'appelle la protection de la jeunesse parce que je crois que mon voisin, l'enfant est en danger, bon, je ne suis pas obligée de dire qui je suis. Je ne suis pas obligée de me nommer. Ça peut rester de façon confidentielle. La deuxième loi dont on va parler ce soir, c'est la loi sur la santé publique. Je crois que tout le monde se doute de l'importance de cette loi-là, particulièrement en ce moment en situation de pandémie. Donc, la loi sur la santé publique, le but, c'est de protéger la santé de la population. Donc,
s'il y a une situation qui met à risque plusieurs personnes dans la population, un risque d'infection, d'intoxication, on va, grâce à cette loi-là, pouvoir faire le suivi et appliquer les mesures nécessaires pour protéger la population. C'est une loi qui vise aussi l'amélioration de la santé, du bien-être de la population. Donc, tout ce qui est prévention, par exemple, là, au niveau des problèmes de santé de société d'un grand groupe, ça va dépendre de cette loi-là. Le but ultime de cette loi-là, c'est de permettre de suivre l'état de santé d'une population en général, puis de travailler sur les différents éléments qui pourraient faire en sorte qu'il y ait une épidémie ou une pandémie. Donc, tout ce qui est l'environnement, ce qui est, par exemple, les voyages entre les différents pays, les échanges internationaux, tout ce qui est les comportements à risque. On va être obligé de déclarer certaines maladies quand il y a, par exemple, certaines infections, les ITSS, certaines ITSS, c'est des maladies à déclaration obligatoire pour qu'on puisse continuer de faire des statistiques, voir c'est qui les clientèles à risque, mettre en place des problèmes de dépistage, d'éducation, etc. pour diminuer cette propagation-là de certaines infections. Donc, le but de tout ça, c'est vraiment de protéger la population en surveillant les différentes maladies ou les différentes infections qui pourraient toucher plusieurs personnes. Vous, comme infirmière auxiliaire, votre rôle par rapport à la loi sur la santé publique, c'est tout ce qui est application des précautions additionnelles. Donc là, vous voyez en ce moment, avec le COVID, par exemple, tout ce qui est les mesures de protection dans le milieu de soins, donc le port de masque, le port de gants, le port de la blouse, le port de lunettes de protection, quand je les mets, quand je les enlève, m'assurer que mon patient comprend bien les mesures d'isolement, que la famille comprend, etc. Ça va être de contribuer aussi aux campagnes de vaccination. La vaccination, ça découle de la loi sur la santé publique. Quand il y a des campagnes de vaccination, vous allez pouvoir y participer. Ça implique de participer à la déclaration des maladies obligatoires. Quand on a un patient qui est diagnostiqué avec une maladie à déclaration obligatoire, on a des formulaires à remplir et à envoyer à la santé publique. Donc, quand il y a des maladies qui sont en déclaration obligatoire, le but, c'est vraiment de faire un suivi des statistiques, etc. Ce n'est pas de pénaliser ou de chicaner le patient. Là, ces informations-là sont gardées privées et confidentielles. Vous allez en reparler en prévention des infections, plus particulièrement des maladies à déclaration obligatoire. On a ensuite la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Donc, on avait vu avec la Charte des droits et libertés que les patients avaient le droit à la liberté, avaient le droit à l'autonomie, donc de faire des choix pour eux-mêmes et de refuser des soins s'ils le désiraient. Dans certaines conditions, par exemple, quand un patient présente un danger pour lui-même parce qu'il y a un risque suicidaire, par exemple, il risque de se blesser, de se mutiler, quand il présente un risque pour les autres autour de lui par son potentiel agressif, on peut, dans certaines conditions, garder ce patient-là contre sa volonté à l'hôpital. Vous comprendrez que pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus, pour s'assurer que les patients qu'on garde contre leur volonté à l'hôpital, ça soit fait dans une façon très, très encadrée, il y a une loi qui gère tout ça. Donc, cette loi-là, son but, c'est de vraiment encadrer le fait de garder une personne contre sa volonté à l'hôpital. Si on regarde les articles 26 à 31 du Code civil du Québec, donc le Code civil, on se rappelle que c'est la loi qui va gérer les biens, les personnes, etc. au Québec. Il y a des articles qui sont vraiment dans le Code civil pour s'assurer qu'on ne peut pas garder un patient contre sa volonté. Donc, si on lit les articles, par exemple, l'article 26, nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d'une garde sans son consentement ou sans que le tribunal ne l'autorise. Donc, c'est clairement écrit dans la loi qu'on ne peut pas garder quelqu'un contre sa volonté, sauf si la personne l'autorise, donc on n'est plus contre sa volonté, ou que le tribunal dit « OK, on peut garder cette personne-là ».
Donc, on a différents articles de loi, je ne les lirai pas tous. Si jamais ça vous intéresse, c'est dans votre chenelière à l'annexe, donc à la page 118 dans votre chenelière, vous allez voir ces différents articles-là. Et la loi est vraiment claire et encadre vraiment la façon dont on peut garder une personne contre sa volonté. Quand un patient se présente à l'hôpital, donc soit parce qu'il a été amené par les policiers, par les ambulanciers et qu'il présente un risque pour lui-même ou pour autrui, le médecin va pouvoir appliquer cette loi-là pour garder le patient. Donc, il faut qu'il y ait des conditions qui soient vraiment très précises. Le patient va être informé de ses droits, il va être informé de pourquoi on le garde, puis on va aller chercher les autorisations de la Cour à ce moment-là pour pouvoir lui faire faire la période d'hospitalisation, les évaluations psychiatriques qui sont nécessaires. Concrètement, comment ça fonctionne? La première étape, un médecin qui reçoit un patient à l'urgence peut décider de garder ce patient-là pour une période de 72 heures. Donc, pour 3 jours, le médecin peut dire il représente un danger pour la population ou pour lui-même, on va le garder à l'hôpital. Donc, c'est pour un maximum de 3 jours. Qu'est-ce qui va se passer après ces 3 jours-là? Si on juge qu'on doit garder le patient plus longtemps, il va devoir absolument y avoir une évaluation psychiatrique. Une évaluation psychiatrique par 2 psychiatres différents à 2 moments différents. Et là, on va aller en cours chercher l'autorisation de garder le patient en garde provisoire pour un maximum de 144 heures. Donc, à partir du moment où le patient est rentré à l'hôpital, pour un maximum de 144 heures, on peut le garder à l'hôpital et lui faire subir 2 évaluations psychiatriques. Si jamais le patient avait d'abord été en garde préventive, donc il avait déjà fait son 72 heures en garde préventive, c'est un maximum de 96 heures que les 2 psychiatres ont pour faire leurs évaluations psychiatriques. Au-delà de 72 heures, donc pour pouvoir faire la garde provisoire, il faut aller en cours. Il faut demander au tribunal d'autoriser de garder le patient pour une période qui est un peu plus prolongée pour que vraiment qu'on analyse, qu'on fasse une évaluation psychiatrique, qu'on s'assure qu'on le garde pour les bonnes raisons. Une fois que ces 2 évaluations-là ont été faites, on doit retourner au tribunal avec les évaluations et là, le tribunal va déterminer si le patient peut rester à l'hôpital en ce qu'on appelle une garde autorisée ou une garde prolongée. La garde autorisée ou la garde prolongée peut être d'une durée plus ou moins importante. C'est le tribunal qui va en déterminer. Quand le tribunal va lire les 2 évaluations psychiatriques, il va déterminer combien de temps on peut garder le patient. Peu importe combien de temps la Cour autorise de garder le patient, au bout de 21 jours, donc au bout de 3 semaines, il doit avoir une nouvelle évaluation psychiatrique qui est fournie pour déterminer est-ce que c'est toujours pertinent de garder ce patient-là. Après cette première évaluation-là, il doit réavoir une nouvelle évaluation à tous les 3 mois et on doit repasser au tribunal pour pouvoir continuer de garder le patient contre sa volonté. Même si le patient est gardé contre sa volonté, il peut tout de même décider de refuser les traitements. Et si on veut imposer des traitements au patient, l'obliger à prendre des médicaments de force, etc., à ce moment-là, il faut aller chercher des autorisations de la Cour. Donc, vous voyez que la loi sur la protection des personnes dont l'état mental représente un danger, elle est vraiment précise et claire pour vraiment éviter les abus. Idéalement, notre but comme professionnel de la santé, comme soignant, c'est pas de traiter quelqu'un contre sa volonté. Mais il arrive des situations où le patient n'est pas dans un état psychologique ou dans un état mental pour comprendre le but de nos soins. Ça se peut que le patient ne soit pas apte à décider. Et là, à ce moment-là, on veut être sûr qu'on protège quand même le patient en encadrant la pratique pour le garder contre sa volonté. Quand vous êtes infirmière auxiliaire et qu'on a ce genre de situation-là, votre rôle, c'est bien sûr de s'assurer à ce que le patient soit en sécurité. Donc, on veut s'assurer que l'environnement physique est sécuritaire. Si j'ai un patient qui présente un risque suicidaire, bien, on veut s'assurer qu'il n'ait pas accès, par exemple, à des choses qui pourraient lui permettre de mettre fin à sa vie. On veut s'assurer que si le patient est agité, agressif, bien, qu'il n'ait pas accès à des choses qui sont dangereuses pour lui ou pour les gens autour.
Vous allez participer à la surveillance de sa condition mentale, donc voir la condition mentale du patient, bien documenter dans le dossier, c'est important, c'est un travail d'équipe. Donc, tout ce qui est comportement agressif, comportement dépressif, il faut vraiment bien le documenter dans le dossier. Ça va faire partie des évaluations psychiatriques et ça va faire partie aussi des éléments qui vont être utilisés en cours pour déterminer est-ce que ce patient-là doit rester à l'hôpital ou pas. Si jamais vous voyez qu'il y a un changement dans l'état mental ou dans l'état physique du client, bien, vous devez d'aviser l'infirmière ou le médecin pour qu'à ce moment-là, le patient soit pris en charge dans son traitement. Puis, vous pouvez participer aux réunions multidisciplinaires, donner votre opinion, apporter vos observations pour bien aider ce patient-là. La loi suivante qu'on va voir, c'est la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle ou sociale. Le but de cette loi-là, qui a été créée dans les années 70, c'est en fait de s'assurer que les personnes handicapées font partie de la société, qu'elles ont des bonnes qualités de vie, qu'elles ont des conditions de vie adéquates, surtout qu'elles ne sont pas exclues et qu'elles ne sont pas mises de côté. Donc, le but de cette loi-là, c'est de s'assurer que les personnes handicapées peuvent être intégrées dans la société, donc peuvent aller à l'école, peuvent travailler, peuvent avoir une vie sociale, productive et être inclus comme n'importe quel autre citoyen dans notre société. C'est cette loi-là qui va faire en sorte, par exemple, que les employeurs peuvent avoir des subventions pour adapter un milieu de travail pour une personne quand c'est possible. Il va y avoir, grâce à cette loi-là, tous les édifices publics sont adaptés avec des rampes d'accès, des portes qui peuvent ouvrir pour permettre aux personnes handicapées d'avoir accès. Le but ultime, c'est vraiment de maintenir l'autonomie des personnes handicapées. C'est grâce à cette loi-là qu'on a une plus grande intégration sociale, qu'il y a des services qui sont offerts aux personnes handicapées. Vous, comme infirmière auxiliaire, c'est primordial, on le rappelle, on doit considérer tout être humain comme étant égal, on doit donner la même qualité de soins à tous les êtres humains. Donc, votre responsabilité comme professionnel, c'est de traiter le patient de façon égale et équitable, mais aussi de tenir compte de ses difficultés et de ses besoins en fonction de son handicap, puis d'encourager la personne, de l'orienter vers les services disponibles pour pouvoir l'aider à mieux intégrer la société. Ensuite, on a la loi sur les services de santé et les services sociaux. Donc, c'est cette loi-là qui va encadrer tout ce qui est, en fait, le milieu de la santé, tout ce qui est les services de santé et de services sociaux, les droits des usagers. C'est vraiment cette loi-là qui va faire en sorte que les établissements de santé sont obligés de maintenir des services accessibles qui sont adaptés aux besoins d'avoir des professionnels qui agissent de façon adéquate. Donc, un établissement de santé ne peut pas refuser de donner des soins à un patient. C'est cette loi-là qui va vraiment encadrer la pratique des professionnels. C'est cette loi-là qui détermine les droits des usagers. Quand on parle d'un usager, c'est une personne qui utilise les services de santé au Québec. Les différents droits des usagers, ça ressemble bien évidemment aux droits des personnes soignées. Donc, on en a différents qui découlent de cette loi-là. Si vous regardez dans votre chenelière, vous voyez que la loi sur la santé et les services sociaux découle de la Charte des droits et libertés, donc les droits des personnes soignées, et du Code civil du Québec. Donc, l'idée, c'est de donner des soins de santé qui répondent aux besoins de la population, qui sont respectueux. Les différents droits des usagers, vous les avez ici à l'écran. Donc, le droit à l'information, le droit à des services adéquats, le droit de choisir le professionnel ou l'établissement. Moi, comme patient, ou n'importe quel patient, en fait, peut choisir d'être traité dans un hôpital plutôt que dans un autre et pourrait choisir le médecin qui va le soigner. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'accessibilité, la disponibilité fait des fois que c'est un petit peu plus compliqué, mais somme toute, la personne serait libre de choisir le soignant qu'elle désire. La personne a le droit de recevoir des soins que son état de santé requiert, elle a le droit de consentir ou de refuser des soins. Elle a le droit de participer aux décisions.
Donc, le patient, on se rappelle qu'il doit avoir reçu l'information, il doit consentir, mais il peut aussi faire partie, c'est sa santé à lui, donc il devrait être inclus dans les décisions et dans les choix. Là, le droit d'être accompagné, assisté et représenté. Donc, au besoin, il pourrait avoir recours à, par exemple, un avocat. Il pourrait avoir des gens qui peuvent l'aider dans ses décisions, un mandataire, etc. Il a le droit à l'hébergement si son état le requiert. Donc, si jamais il doit être hospitalisé, il doit pouvoir accès à une hospitalisation. Il a le droit de recevoir des services en langue anglaise. Un patient, même s'il se présente dans un hôpital francophone, il doit pouvoir recevoir des soins en langue anglaise. Donc, on doit être capable de fournir des soins à ce patient-là en langue anglaise. Le patient a droit à l'accès à son dossier. Donc, oui, le patient a le droit de consulter son dossier selon certaines conditions qu'on va voir, ça ne sera pas long. Son dossier doit rester confidentiel, on en a déjà parlé, c'est le secret professionnel. Donc, toutes les informations qui sont comprises dans le dossier sont confidentielles. Et finalement, le patient a le droit de porter plainte s'il le désire. Quand on parle de l'accès au dossier, vous pouvez voir dans votre chenelière à la page 23 les différentes règles. En fait, le mineur de 14 ans et plus, les parents d'un mineur et toute personne autorisée par l'usager peut avoir accès à son dossier. Le mineur de 14 ans et moins n'a pas le droit d'avoir accès à son dossier. Par contre, on va quand même lui transmettre les informations qui sont pertinentes selon son âge et selon sa compréhension. Et en cas de décès, les héritiers et la famille peuvent, à certaines conditions, avoir accès aux informations dans le dossier. Les héritiers et la famille ne pourraient pas avoir accès à l'entièreté du dossier, mais pourraient avoir accès à certaines informations. Quand un patient demande d'avoir son dossier médical, on ne peut pas simplement faire « oui, Madame Rochon, vous voulez votre dossier, tenez, je vous donne votre dossier ». Il y a des conditions. Il faut que le patient ait l'autorisation pour avoir accès à son dossier. Et ça doit être fait selon une condition où, généralement, ça va être aux archives médicales, par exemple, où il y a quelqu'un qui peut expliquer et répondre aux questions du patient. Le but de ça, c'est de ne pas se retrouver dans des situations où un patient ne comprendrait pas les informations dans son dossier, apprendrait des nouvelles choses. On veut s'assurer que c'est fait de façon encadrée et de façon adéquate. Il y a différentes structures qui découlent de la loi sur la santé et les services sociaux. Donc, ces organigrammes-là ou ces différentes structures organisationnelles-là, ce qu'elles permettent de faire, ultimement, c'est d'assurer des soins sécuritaires à la population. Donc, on en a vraiment plusieurs. On a le directeur des soins infirmiers, le conseil des infirmiers et infirmières, le comité des infirmiers et infirmières auxiliaires, l'ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec. Donc, on en a vraiment plusieurs. Ces différentes structures organisationnelles-là vont avoir comme objectif de surveiller la qualité des soins, s'assurer que les gens ont les compétences nécessaires, agir si jamais il y a des problématiques, ils peuvent mettre en place des mesures disciplinaires. Donc, ils ont vraiment plusieurs rôles qui sont variés et qui agissent, en fait, ultimement pour s'assurer que les soins qu'on administre aux patients sont adéquats et de qualité. Je vous invite à prendre le temps par la suite de lire la page 24 dans votre chenelière où chacun de leurs rôles est bien détaillé dans le chenelière. Finalement, la dernière loi qu'on va voir ce soir, c'est la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, la loi sur la santé et la sécurité du travail, son but ultime, c'est d'éliminer les dangers pour la sécurité et l'intégrité physique des gens qui travaillent. Donc, peu importe le milieu où je travaille au Québec, il y a des mesures en place pour protéger les travailleurs. La loi sur la santé et sécurité du travail, c'est une loi qui dicte les conduites autant des travailleurs que des employeurs. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée. Moi, comme travailleur, je dois m'assurer que ce que je fais est adéquat, que je le fais de la bonne façon, que je respecte les protocoles en place. Et si je vois qu'il y a un risque pour ma santé et ma sécurité, je me dois de dénoncer la situation. Mon employeur, lui, doit mettre en place des formations, s'assurer que j'ai le matériel nécessaire, que l'environnement est adéquat et qu'il est sécuritaire. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour s'assurer que tout le monde
restent en santé et en sécurité au milieu du travail. Comme infirmière auxiliaire, vos responsabilités par rapport à la loi sur la santé et la sécurité du travail, comme je vous dis, c'est de vous maintenir à jour, de vous assurer que vous connaissez les programmes de prévention. Vous êtes la première personne qui est responsable de votre sécurité. Donc, si vous voyez qu'il y a une situation à risque, c'est à vous, à la base, de être capable de la reconnaître et d'éviter de pratiquer votre travail dans une situation dangereuse. Vous devez participer à vous assurer que la sécurité de vos clients, de vos collègues et des visiteurs est adéquate. Vous allez participer à l'élimination des risques de blessures et des maladies professionnelles en dénonçant les situations qui sont à risque. Puis, vous devez collaborer avec votre employeur pour vous assurer que vous respectez les différentes mesures en place. Donc, vous pouvez continuer avec le plan de cours et faire les exercices selon celui-ci. À plus tard!